Salut à tous et à toutes, les lignes bougent, les équilibres changent, le grand journal vous présente toutes les informations. Lundi 13 mars 2026, premier numéro de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Erlich, Dorelas, pour présenter le grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow. L'attitude, on est avec du style, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 heures sur Alexa. Tout de suite, voici les infos. Donald Trump ne voit aucun inconvénient à ce que la Russie fournisse du pétrole à Cuba. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que Moscou pouvait envoyer du pétrole à Cuba, malgré le blocus de facto de Washington, alors que le pétrolier russe transportait 730 000 barils de brut a accosté lundi sur l'île. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Donald Trump ne voit aucun inconvénient à ce que la Russie fournisse du pétrole à Cuba, où la population a été fortement touchée par le blocus imposé par Washington. Le pétrolier russe Anatoly Kolotkin, soumis à des sanctions, est arrivé lundi matin à Cuba, selon l'agence de presse russe TASS. Cuba n'a plus reçu de pétrole depuis le 9 janvier, quand le Mexique a stoppé ses livraisons sous la pression de Washington. We have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. That report is true as far as you know. Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that that helps? Whether it's Russia or not. Selon les experts, cette cargaison pourrait produire environ 180 000 barils de diesel, soit suffisamment pour couvrir la demande quotidienne de Cuba pendant 9 ou 10 jours. Le blocus américain a eu un effet dévastateur sur la population civile de l'île, qui souffre de longues coupures d'électricité et d'une pénurie de ressources qui a poussé le pays au bord de l'effondrement. Un nombre croissant de pays et d'organisations humanitaires ainsi qu'une flottille civile ont intensifié leurs efforts pour acheminer de l'aide vers l'île, alors que l'ONU met en garde contre une grave crise humanitaire. Au Moyen-Orient, 3600 soldats américains sont arrivés au Moyen-Orient. L'armée américaine a également déployé le navire d'assaut amphibie USS Tripoli au Moyen-Orient. Washington compte aussi désormais plus de 50 000 soldats dans la région, ce qui représente sa plus importante présence militaire dans cette zone depuis 2 décennies. Ce déploiement intervient alors que l'Iran lance des frappes de représailles à travers le Golfe suite aux frappes aériennes américano-israéliennes visant ses principales industries économiques. Philippe Clotter de la société de presse nous en dit plus depuis Dubaï dans ce grand journal signé FGTN News. Cet avertissement pas très menaçant d'un haut responsable iranien pourrait peut-être susciter plus de crainte que davantage de confrontations pourraient se dérouler au sol entre les forces américaines et les forces iraniennes si celles-ci devaient se produire. Mais ce que nous voyons ici sont des éléments concordants qui pourraient annoncer le travail préparatoire pour une sorte d'opération américaine à l'intérieur de l'Iran avec des soldats déployés sur le terrain. Environ 2500 Marines sont à présent ici au Moyen-Orient selon CENTCOM, le commandement central américain, qui sont venus à bord de l'USS Tripoli, qui est un navire amphibie d'assaut. Ces Marines et le navire sont habituellement basés au Japon. Ils ont en fait été dépêchés ici il y a environ 2 semaines. À présent, ils sont arrivés dans cette région. À cela s'ajoutent au moins 1000 soldats de la 82e division aéroportée qui ont également été dépêchés ici. Il s'agit de parachutistes, ce qui est une indication supplémentaire de ce qui est potentiellement en perspective ici. Quant aux Iraniens, ils ne lâchent pas prise. Cela est sans doute moins frénétique qu'au premier jour de cette guerre, lorsque plusieurs missiles et drones ont réussi à outrepasser les défenses aériennes antimissiles de plusieurs États du Golfe. Leur nombre de missiles et de drones semble s'être réduit. Cependant, aux Émirats arabes unis, où je me trouve, il se produit toujours un nombre important d'attaques de la part de l'Iran, les systèmes de défense antimissiles s'efforçant toujours d'abattre les missiles et les drones. Les autorités locales disent à la population que les sons que l'on entend sont des interceptions, autrement dit des missiles et des drones qui sont abattus, et en fait, nous avons entendu ces sons au cours des dernières heures. Au cours des dernières 24 heures, 16 missiles et 42 drones ont été employés pour attaquer les Émirats arabes unis seulement, ce qui représente toujours un nombre important. À cela s'ajoute ce qui s'est passé en Arabie saoudite au cours de la semaine dernière, où au moins une vingtaine de soldats ont été blessés lors d'attaques sur une base aérienne saoudienne qui accueille des soldats américains. Ce qui est envoyé vers les pays du Golfe est donc toujours important. Iran et Israël se bombardent lundi matin, malgré les assurances de Donald Trump sur un accord prochain avec le nouveau pouvoir iranien et l'éventualité agitée d'une intervention terrestre américaine.
Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Des bombardements et des explosions ces dernières heures à Téhéran. Le courant y a été coupé après des frappes sur des installations électriques, affirment les autorités. Israël dit de son côté frapper des sites militaires en réponse à des attaques iraniennes. Plus tôt, Jérusalem était en état d'alerte alors que des missiles traversaient son ciel. Au sud, une frappe a provoqué un incendie dans ce complexe industriel. C'est dans ce contexte que Donald Trump a affirmé que la fin du conflit pourrait être proche. Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Nous avons eu un changement de régime car le premier régime a été décimé, ils sont tous morts. Nous avons affaire à des gens différents, je considère cela comme un changement de régime. Le président américain entretient l'ambiguïté sur l'éventualité d'un déploiement de troupes américaines sur le sol iranien. Vendredi, un navire d'assaut amphibie à la tête d'un groupe naval comprenant 3500 militaires est arrivé dans la région. Alors que Donald Trump a affirmé dans un entretien au Financial Times qu'il envisageait de prendre le pétrole iranien, les regards se tournent désormais vers l'île de Karg. Ce territoire vital pour l'Iran abrite son plus grand terminal pétrolier. En réponse, le chef du Parlement de Téhéran lance un avertissement. L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue tout en planifiant secrètement une offensive terrestre. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux. Sur le front diplomatique, Islamabad a accueilli dimanche des représentants saoudiens, égyptiens et turcs pour évoquer la fin du conflit. Le Pakistan se dit désormais prêt à accueillir et faciliter dans les prochains jours des pourparlers significatifs entre les États-Unis et l'Iran. Le Pakistan se positionne comme intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Écoutons les détails sur BFM TV dans ce grand journal. Cap sur le Pakistan, à Islamabad, où des consultations ont lieu depuis ce week-end, hier précisément, avec les ministres des Affaires étrangères turcs, saoudiens, égyptiens et pakistanais, donc pour organiser des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Alors Mathilde, depuis le début de ce conflit, Islamabad essaie de se positionner comme le médiateur. Oui, le Pakistan est à la tête de ces discussions qui durent depuis hier. Il s'agit de l'effort diplomatique le plus avancé depuis le début de cette guerre. L'objectif est d'encourager les États-Unis et l'Iran à négocier directement. Depuis 2 semaines déjà, le Pakistan fait passer des messages entre les États-Unis et l'Iran. C'est par exemple le Pakistan qui avait transmis le plan en 15 points de Donald Trump aux Iraniens la semaine dernière. Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, est en contact régulier avec le président iranien, qu'il appelle son frère. Ce week-end, par exemple, ils ont eu une conversation détaillée de plus d'1 heure selon Islamabad. En réalité, ce rôle d'intermédiaire ne date pas d'hier. Au moment de la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran en 1979, la mission diplomatique de Téhéran aux États-Unis a été transférée dans l'ambassade pakistanaise à Washington. Alors pourquoi, Mathilde, le Pakistan tient à occuper cette place ? Parce que ce pays a de bonnes relations à la fois avec les États-Unis et avec l'Iran. D'un côté, Islamabad a une relation de longue date avec son voisin iranien et compte la 2e plus importante population chiite au monde après l'Iran. Et de l'autre côté, le Pakistan multiplie les tentatives de rapprochement avec les États-Unis via les plus proches conseillers de Donald Trump. On peut souligner par exemple un accord en janvier pour développer l'utilisation de crypto-monnaies au Pakistan. Un accord signé par le fils de Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, et par le général Asim Mounir, le chef d'état-major pakistanais. Des liens étroits se sont d'ailleurs noués depuis ces derniers mois entre Donald Trump et Asim Mounir, à tel point que le président américain le désigne comme son maréchal préféré. Les 2 pays travaillent ensemble aussi sur la lutte antiterroriste et sur l'obtention de terres rares. Alors quel est l'objectif du Pakistan derrière tout ça ? Le Pakistan a intérêt à empêcher toute escalade puisqu'Islamabad a signé un accord de défense mutuelle avec l'Arabie saoudite en septembre de l'année dernière. Et donc, si l'Arabie saoudite entrait en conflit avec l'Iran, son allié pakistanais devrait le soutenir, y compris militairement. Sur le plan diplomatique, se positionner au cœur des négociations est une vraie revanche pour le Pakistan qui a longtemps été ignoré et isolé par ses voisins comme par les États-Unis. Et puis, le Pakistan a intérêt à ce que cette
guerre prenne fin le plus vite possible. Le pays souffre du blocage du détroit d'Ormuz. Plus de 80% de ses importations d'hydrocarbures y transitent et le Pakistan n'a pas beaucoup de stock. Des analystes estiment qu'une fermeture du détroit de plus de 3 mois ferait tripler les prix des achats pakistanais d'hydrocarbures et pourrait faire passer l'inflation de 7% aujourd'hui à 17%. Sur ce front-là, en tout cas, la stratégie pakistanaise de médiation semble porter ses fruits. Ce week-end, Téhéran a autorisé 20 de ses navires à traverser le détroit d'Ormuz. Le monde qui bouge, la chronique internationale à retrouver tous les matins dans Good Morning Business. Tension, Washington-Téhéran, le dialogue diplomatique a véritable sortie de crise aux simples manœuvres stratégiques. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau critique, l'initiative américaine visant à relancer un dialogue diplomatique avec Téhéran suscite de nombreuses interrogations. S'agit-il d'une réelle volonté de mettre fin à l'escalade militaire ou d'une stratégie politique destinée à gagner du temps? La question au cœur de l'analyse d'Abdul Hussein, expert en politique internationale, qui était l'invité de la RT. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Abdul Hussein, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Pensez-vous que les négociations à Islamabad puissent réellement influencer l'issue du conflit? Bonjour. Non, je ne pense pas en fait qu'ils pourront jouer un rôle de médiation. Actuellement, on est en phase simplement de test des positions de chaque partie. Néanmoins, cette réunion est très importante parce qu'il maintient le dialogue. On ne parle pas actuellement de médiation ni de plan de paix. On parle simplement d'éviter le pire. On est à ce stade-là. Mais cette réunion est très importante. Il s'agit de 4 puissances régionales qui pourront jouer un rôle parce qu'eux aussi sont menacés en fait en cas d'escalade totale de la région dans cette guerre. L'Égypte pourrait jouer un rôle très important parce qu'il est frontalier avec Israël. La Turquie, deuxième armée au sein de l'OTAN. Le Pakistan, avec ses liens historiques avec les Américains et les Iraniens, pourrait jouer un rôle très important. L'Arabie saoudite est une frappe importante financière qui pourrait participer si les Américains accepteront un jour de rembourser les dégâts posés par cette agression. On pourrait imaginer en fait une contribution de chaque pays à un plan de paix, mais actuellement nous ne sommes pas en position de médiation réelle. Nous sommes vraiment dans une phase de maintenir le dialogue, de prolonger actuellement cette attente avant une généralisation de cette guerre totale. On ne parle pas actuellement de paix, on parle d'éviter le pire. Alors, dans quelle mesure l'Iran a-t-il raison d'affirmer que les États-Unis envoient des signaux indiquant leur volonté de recourir à la diplomatie afin de détourner l'attention de la préparation d'une opération terrestre? Alors, on pourrait déduire à partir des engagements en fait, de chacun. Actuellement, les points de vue des deux parties sont éloignés, très éloignés l'un de l'autre. Si on regarde en fait, objectivement ce qu'ils proposent les Américains, on trouve simplement une proposition de capitulation de l'Iran. Et si on dit la fin du programme nucléaire, la fin de l'instruction des missiles longue portée, la garantie de circulation des navires pétroliers et de gaz, la fin de l'aide des proxys, ce qui entre parenthèses les Hezbollah, les Houthis, les Hachd al-Sha'bi en Irak, on pourrait dire que c'est une capitulation qui propose les Américains. D'autres parties, les Iraniens, ils sont d'accord pour un cessez-le-feu, mais avec une reconnaissance totale de leur rôle à jouer dans cette zone, rôle majeur d'ailleurs à jouer, l'acceptation d'un programme civil sur le nucléaire, et pas question en fait qu'on parle de l'industrie des missiles longue portée. Je pense en fait sur le long terme, les Iraniens ils cherchent à gagner de temps, les Américains un peu aussi, parce que si on va dans cette guerre-là, les Américains vont perdre probablement cette guerre-là, parce qu'il y a un manque de logistique et un manque de vision. Et on voit en fait les États-Unis dans une position très délicate, une force mondiale en fait qui est réduite à presque rien maintenant. Moi je pense que cette réunion pourrait être importante, mais on n'a jamais vu dans l'histoire de diplomatie une force régionale jouer un rôle de médiation avec une force mondiale.
Donc je pense tôt ou tard, la Russie et la Chine seront invités à participer à cette discussion. Alors justement, les ministres de ces pays doivent s'accorder sur une position commune concernant le conflit en Iran. Quelle sera-t-elle selon vous? Moi je pense que chacun se protège. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, le son qui swag avec Erlich Dorelas. Depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio. En air avec du style, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière, info 5 assure, sans bavure sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, les gens réclament à corps et à cri Brothers Café Créole, 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 14 25. La bonne cuisine haïtienne à Brothers Café Créole. Nous restons toujours au Moyen-Orient. Une raffinerie de pétrole au nord d'Israël touchée par une frappe iranienne. Une nouvelle escalade vient de secouer le Moyen-Orient. Une raffinerie de pétrole située dans le nord d'Israël a été frappée par une attaque attribuée à l'Iran, selon plusieurs sources sécuritaires et médiatiques locales. L'incident survenu dans un contexte de tension déjà extrême entre les deux puissances régionales suscite de vives inquiétudes quant à une possible extension du conflit. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Il y a également une autre information en provenance d'Israël ce matin, Clémence, c'est qu'à Haïfa, une raffinerie de pétrole a été ciblée et touchée par l'Iran. Et le problème de cette raffinerie, on s'y est rendu il y a quelques jours avec Mathieu Lepeigné, c'est que c'est la plus grande raffinerie de pétrole du pays, dans le grand port de Haïfa. Elle est en plein milieu d'habitations. Il y a plein d'habitations tout autour. Et le premier adjoint de la mairie nous avait expliqué il y a quelques jours que s'il y avait une frappe sur cette raffinerie, non seulement il y avait un énorme problème économique, mais il y avait surtout un problème de pollution au-delà de la frappe qui pouvait faire des blessés, parce que c'était du pétrole et des produits chimiques dans ce grand complexe, en plein milieu de la troisième ville du pays. Donc forcément, il y avait des mesures très restrictives. Par exemple, les cuves n'étaient jamais pleines mais tournaient à flux tendu pour les entreprises pour éviter un énorme incendie. Là, on voit qu'il y a eu a priori un incendie dans une frappe. On ne sait pas si c'est une frappe directe ou si c'est un shrapnel, un débris qui serait tombé dessus. On va vous tenir au courant, on va aller regarder. Mais c'est vrai que les centrales électriques, les raffineries sont évidemment protégées, font l'objet d'une attention particulière. Mais eh bien, vous voyez, elles ont été frappées après cette centrale, après ce complexe industriel de Beersheba dans le sud du pays. C'est donc cette fois-ci le nord qui est touché. Dans cette alarme globale générale, vous l'entendez. Et vous l'entendez aussi à Kiryat Shmona, du coup, les alarmes qui viennent du Liban et les répliques d'Israël, alors que nous sommes juste à côté de la mairie, complètement bunkerisée ici désormais. Nous irons en Égypte. Un couvre-feu commercial pour réduire la facture d'énergie en Égypte. À partir de 21h, depuis samedi, magasins, restaurants et centres commerciaux doivent baisser leur rideau de fer. Et pour cause, le couvre-feu décrété par le gouvernement pour tenter de réduire la facture de l'énergie qui a plus que doublé à raison de la guerre au Moyen-Orient. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. En Égypte, à partir de 21h depuis samedi, magasins, restaurants et centres commerciaux doivent baisser leur rideau de fer. Le Premier ministre a décrété un couvre-feu commercial d'1 mois afin de réduire les factures d'énergie qui ont plus que doublé en raison de la guerre au Moyen-Orient. Cette décision va avoir des répercussions sur mon activité, surtout les employés, les salaires. Il est presque 20h et les touristes continuent d'arriver. Comment voulez-vous que je ferme à 21h ? Les touristes pourront-ils partir en seulement 1 heure? C'est déraisonnable. Il faut que l'heure de fermeture soit repoussée d'au moins 1 ou 2 heures. Les jeudis et vendredis, les commerçants seraient autorisés à rester ouverts jusqu'à 22h, mais pas de quoi dissiper l'appréhension qui gagne du terrain. Cette décision va toucher tous les secteurs du pays, qu'il s'agisse de la bijouterie, du tourisme, de la restauration ou de tout autre domaine. Tout le monde sera touché.
Ici, les touristes ne sortent que le soir. Dans d'autres pays, les touristes ne sortent pas la nuit. Mais en Égypte, ils peuvent rester dehors jusqu'au matin. La facture énergétique mensuelle du pays s'élevait à 560 millions de dollars. Elle est passée à 1,65 milliard de dollars selon les autorités. Le ministre égyptien du Tourisme a déclaré que les nouvelles restrictions n'affecteront pas les touristes ni les destinations phares. Début mars, les autorités égyptiennes ont procédé à l'augmentation du prix du carburant de 30% en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous irons à Singapour. Environ un quart du commerce mondial de pétrole par voie maritime transite par le détroit d'Ormuz, dont une grande partie est destinée à l'Asie. Les pays tributaires du commerce tels que Singapour ont été particulièrement touchés par les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Le détroit d'Ormuz se trouve à des milliers de kilomètres des côtes de Singapour. Les conséquences économiques de la fermeture de cette étroite voie navigable, elles, ne le sont pas. Singapour est une plaque tournante mondiale du transport maritime, de l'avitaillement et du commerce pétrolier. Depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient le 28 février, les analystes du transport maritime et de l'énergie chez SP Global Energy sont débordés par les appels de clients inquiets confrontés à une extrême volatilité des marchés. Le prix du soudage a augmenté, il a presque doublé. Alors qu'il se situait auparavant entre 400 et 500 dollars, il est passé à 1000 dollars. De plus, la prime sur la livraison physique a également augmenté de manière significative. La question clé est donc de savoir qui prendra ce risque. À cela s'ajoute le problème des flux. Par exemple, si une centrale électrique coréenne cherchait à s'approvisionner en charbon en provenance de Colombie, une livraison qui prenait auparavant 45 jours, prend désormais beaucoup plus de temps en raison du coût élevé du carburant. Environ un quart du commerce mondial de pétrole par voie maritime et une multitude d'autres matières premières transitent par le détroit d'Ormuz, dont une grande partie à destination de l'Asie. La pénurie se fait déjà sentir dans les pays émergents d'Asie, certains d'entre eux réduisant la semaine de travail et fermant des stations-service. Bien que Singapour soit bien placé en matière de réserves énergétiques, la hausse des prix de l'énergie pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises et les consommateurs, et peser sur l'économie mondiale et celle de Singapour. It will be quite immediately reflected in Singapore's GDP figures. Cela se reflètera assez immédiatement dans les chiffres du PIB de Singapour. Pour l'instant, nous constatons que le secteur des services est touché, tandis que le secteur des biens bénéficie encore d'un léger regain. Mais si la situation au Moyen-Orient ne s'améliore pas et que les tensions continuent de s'intensifier, cela se traduira progressivement non seulement par une hausse des prix pour les consommateurs ici, d'abord dans le domaine des transports, mais aussi peu à peu dans le prix des biens et services quotidiens. Quant aux entreprises, si elles constatent un recul de la demande des biens et de services, elles pourraient se montrer plus prudentes en matière d'embauche. L'effet de retombée deviendra donc plus évident au cours des 2 prochains mois. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré cette semaine que la fermeture du détroit d'Ormuz constituait, en quelque sorte, une crise asiatique. Cette vulnérabilité était connue, mais elle n'avait jamais été mise à l'épreuve à un point aussi extrême qu'aujourd'hui. Plus de 5500 morts en 10 mois en Haïti. Le dernier rapport de l'ONU alerte sur les niveaux alarmants de violence des gangs. Comment la diaspora peut-elle soutenir le pays? Katia Verdier, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, est l'invitée de TV5. Écoutons les détails dans ce grand journal. Et de Cuba, nous partons en Haïti avec vous, Katia Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et cette diaspora, elle est très importante. 4 millions de personnes originaires d'Haïti dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Ouais. Des élections se profilent. Elles ont été annulées. C'était en février, normalement, qu'il devait y avoir des élections. Maintenant, c'est en août. Et votre mission, à vous, c'est de convaincre la diaspora de voter. C'est la première fois? C'est la première fois, c'est une grande première de notre histoire. Bien entendu, dans notre Constitution de 1987, il a écrit clairement que la diaspora pourra voter. Maintenant, en Conseil des ministres, avec ce gouvernement que dirige le Premier ministre Didier Fils-Aimé, on a pris un décret en décembre 2025 qui définit les mécanismes dont la diaspora pourra utiliser pour faciliter les votes. Donc, c'est une grande première, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Donc, je suis là pour mobiliser, pour sensibiliser, pour appeler à l'union. Vous faites toute la tournée des pays, notamment la France. Oui, je suis en France. Aussi, vous allez aller aux États-Unis? Oui, je dois aller aux États-Unis. Je suis en France parce que nous avons une grande communauté d'Haïtiens, de ressortissants haïtiens qui sont ici en France. Et je suis là également pour regarder avec les ambassades et consulats les mécanismes que nous allons utiliser pour faciliter nos citoyens haïtiens quand ils vont commencer les votes, pour qu'ils puissent venir voter. Mais c'est très court, parce qu'on rappelle, c'est en août prochain. Effectivement, il y a un calendrier qui a été mis sur pied par le Conseil électoral provisoire en Haïti. Donc, c'est le Conseil qui détermine. Maintenant, on avait déjà une date de prévue avant, qui a été changée, parce que parmi les 3 piliers que nous avons, que le gouvernement a, les 3 piliers des actions gouvernementales, nous avons la sécurité en tête de liste. Oui, on va rappeler ce chiffre quand même qui a été publié cette semaine. Plus de 5500 morts en 10 mois à l'ONU qui s'en inquiète. Oui, effectivement. Donc vous pensez que vous allez pouvoir maintenir ces élections? Parce que certaines figures, je pense à Lionel Trouillot, l'écrivain qui était sur votre plateau, à votre place, il est très sceptique, lui. Effectivement, je comprends, nous l'avons vu, d'ailleurs les chiffres sont tragiques. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied vraiment pour voir comment est-ce qu'on peut rétablir l'ordre constitutionnel, permettre vraiment l'ordre institutionnel, si je peux le dire ainsi, permettre à ce que très prochainement, un Haïtien n'ait plus à fuir le territoire haïtien pour la violence que nous sommes en train de vivre. Donc je sais effectivement que c'est un défi que nous avons, un défi majeur que nous devons relever. Nous sommes là-dessus. Et ça va aussi permettre très bientôt à la diaspora haïtienne de pouvoir rentrer dans un pays stable, investir, participer dans le développement économique, social du pays et tout. Donc on est là-dessus, Vous êtes quand même optimiste? Je suis très optimiste. Et donc là, il faut qu'il se fasse connaître auprès des consulats, de votre ambassade pour pouvoir voter. Effectivement. Alors, c'est pas qu'ils doivent se faire connaître exactement, c'est plutôt se procurer de la carte d'identification nationale. C'est avec cette carte que nos ressortissants... Nous irons au Wanamet, une femme arrêtée après le meurtre de son mari à l'arme blanche. Le drame conjugal a secoué la ville de Wanamet dans le département a secoué la ville des Gonaïves de Wanamet. Une femme est accusée d'avoir mortellement poignardé son mari lors d'un violent incident survenu récemment selon des sources locales. D'après les premières informations disponibles, la victime aurait succombé à plusieurs coups de couteau infligés au cours d'une altercation dont les circonstances exactes restent encore à éclaircir. Le drame s'est produit dans un contexte de tension sans que les autorités n'aient pour l'instant communiqué de détails précis sur les motivations de l'acte. Écoutons les détails dans ce grand journal. Nous, dans le commissariat, et Wanamet, les amis étaient notre côté à la caille. Donc, la situation qui s'est présentée là, c'est que une dame. Michali, là, ils vont chambre et l'école Boulosa, puis l'état fille. Quand il y a matin, là, nous lever, c'est moi, Michel. Quand on a eu bonjour dans le jardin, c'est moi, Michel, nous entendons, Michel. Comment c'est Michel William Jean. On veut dire, monsieur, et fille, t'es piqué, monsieur, déjà. On a un côté, je te prends pour le nom, je suis à la colonne dans Dompi. On te tape pour le nom, côté l'on était première fois. Côté l'on était première fois. Quand on a un côté, Michel dit qu'on a pas fille avant. Et pourtant, il va avouer, Michel, il doit, quand il mettait fille, on a fait arriver piqué, Michel, on a le tiré, Michel. Mais est-ce que vous avez un petit ensemble, tout ça? Non, pas un petit ensemble. Il y a un petit ensemble, madame, maman, défunt, il y a 3 petits qui défunt, des garçons aussi. Nous avons une nouvelle là, comment ça a été arrivé sur... Ça a été fait mal un peu, même côté nous avons coulé descendre en bas, nous avons fait un constat, nous avons fait tout le monde en bas, même côté nous avons fait un constat, nous avons levé, nous sommes mis dans le morgue, nous avons passé dans... Ensemble avec la CAE là, et nous ne pouvons pas dire quelle discussion qui a été gagnée entre ODA, que nous voyons que M. a piqué dans la poignette, et puis qu'il a moins bien fort. Mais piqué, si tu as allé à l'hôpital, d'après piqué, c'est pas un piqué qui t'a porté la mort. Mais sauf que il piqué, puis il fait toute la baisse, il parle avec l'hôpital, et puis il vient qu'il n'y a pas de sang encore, et puis il a mort. Mais on est à la côté de Dame ça. Dame dans le commissariat, c'est dans le commissariat que nous sommes là, nous venons chercher information plus que Dame, mais le chef de poste a déjà apporté toute information, Dame dans les 8 lignes et Saint-Île. D'accord.
Je te prends Colin dans une fille, là que Colin dans pi. On te tape Colin dans côté non été première fois. Côté été première fois. Quand même côté à Michel dit qu'on a pas fille avant. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 30 mars 2026. Merci de l'avoir suivi avant de partir en couleur du temps. Pour ce lundi 30 mars 2026, Boston profite d'une journée exceptionnellement douce pour la saison avec un ciel principalement nuageux. 67 degrés Fahrenheit, température maximale en milieu d'après-midi. Température minimale 40 degrés Fahrenheit tôt le matin. Le ciel restera très nuageux tout au long de la journée. Mais le temps devrait rester avec juste sec jusqu'en soirée. Un vent modéré soufflera du sud-ouest. Le ressenti sera plus frais en début de matinée à raison de l'humidité, 87%. Mais la douceur s'installera rapidement. Pour ce, aujourd'hui à 8h, 43 degrés Fahrenheit, nuageux. À 10h du mat, 52 degrés Fahrenheit, nuageux. À midi, 60 degrés Fahrenheit, ciel nuageux. À 3h, 66 degrés Fahrenheit, nuageux, pic de douceur à 18h, 64 degrés Fahrenheit, puis à 21h, 56 degrés Fahrenheit. Pour risque de pluie faible durant la journée, 10%, mais il augmente à 40% durant la nuit avec des averses légères prévues pour ce lundi 30 mars 2026. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24 avec vous. Chez vous tous les jours, et c'est le son qui swag. Et pour rester bien informé, c'est P-News. Il faut à la vitesse de la lumière, il faut sa cassure, sa bavure, sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, elle est sans limite cette cuisine. La Brothers Café Créole, cuisine de A à Z, en 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 1425. Joyeux lundi. Au micro pour le grand journal Litchi Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Oui, Boston, Massachusetts, oui, voilà. Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.